Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de Tirreno Adriatico et surtout de cette première étape. On va faire un lot de gros dans cette vidéo, on va présenter la liste de départ notamment de cette épreuve, mes favoris également pour cette première étape, les conditions météo de cette première étape et puis le programme télé également de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris pour cette première étape et pour cette semaine de compétition. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. On commence, et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une vidéo, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Je précise le programme de la semaine. Tous les jours, donc, deux présentations d'étapes. Présentation de l'étape de Tirreno, présentation de l'étape de Paris-Nice, ça sera le matin. Paris-Nice 7h, Tirreno vers 10h30, 11h pour la présentation de la journée. Parce que, enfin, je pense que ça sera comme ça parce que le problème, c'est que, bon, déjà, priorité Paris-Nice. Paris-Nice fait toujours plus d'audience que Tirreno, en gros, et tout simplement parce que il faut laisser du temps à ce qu'une vidéo puisse trouver son public, on va dire au départ. Je peux pas les accoler. C'est mon gros problème. Alors, Tirreno le soir, le souci, faire la vidéo de présentation de Tirreno le soir ou la vidéo de présentation de Paris-Nice le soir, le souci, c'est que vous avez les deux vidéos de débrief également qui seront disponibles le soir, donc il faut laisser de la place aux deux vidéos. Donc voilà, la vidéo de Tirreno arrive un peu tard, mais pas beaucoup d'autres solutions. Et Paris-Nice, avant 7h, c'est un petit peu tôt également, aussi pour les gens. Donc voilà, il y aura 7h et vers 10h, 10h30, on va essayer pour la vidéo de Tirreno qui est 3 heures de décalage, 3h30 de décalage entre les deux vidéos pour que ça soit bien affiché par YouTube. Bon, Tirreno Adriatico, une course importante dans le calendrier. C'est une course importante pour savoir où on en est. On a fini cette période de pré-saison. Je dis toujours, pour moi, la période de pré-saison, ça va jusqu'au Strade Bianche. Maintenant, l'idée est de gagner des... Et c'est la win. L'idée, c'est de gagner des courses. Et l'idée, c'est de savoir où on en est actuellement, où on se situe physiquement par rapport à ces différents adversaires. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est plutôt en retard? Est-ce qu'on est dans le bon timing? Ça, c'est les grosses questions qu'on peut avoir avant Tirreno Adriatico. On a une très belle liste de départ du côté de Tirreno Adriatico cette année. C'est vrai qu'on a quand même du beau monde. Ce qui est surprenant parce que c'est pas forcément la course avec le meilleur parcours. Je trouve même cette année le parcours un petit peu faiblard du côté de Tirreno Adriatico. C'est pas forcément mon parcours préféré. Donc on verra comment ça va se passer pour les coureurs. Mais c'est vrai que je me dis que Paris-Nice c'était peut-être plus intéressant pour les grimpeurs. Alors c'est peut-être le contre-la-montre par équipe qui fait un peu peur du côté de Paris-Nice. Mais je trouve quand même que le parcours de Paris-Nice me semblait un petit peu plus difficile que Tirreno Adriatico. Peut-être plus intéressant aussi. Peut-être que certains ont eu peur également que les étapes de Paris-Nice soient un petit peu raccourcies, rabotées à cause des conditions climatiques. Les premiers jours de Paris-Nice font aussi un petit peu plus peur que les premiers jours de Tirreno Adriatico, notamment à cause des coups de bordure. Donc c'est peut-être pour cela que certains coureurs n'ont pas voulu aller sur Paris-Nice. Mais je trouve quand même que le parcours était plus intéressant d'un côté que de l'autre. Et c'est pas un côté franchouillard, non, pas du tout. Le parcours de Paris-Nice m'intéresse plus cette année que le parcours de Tirreno. Vraiment, alors que d'autres années c'est un petit peu différent. Je trouve le parcours de Paris-Nice très intéressant cette année avec du changement, notamment sur la dernière étape de Nice qui peut être pas mal. C'est important Tirreno Adriatico à la fois pour les coureurs grimpeurs, comme on vient de le dire, pour savoir où on en est, si on a bien bossé pendant l'hiver, si on a maintenant la capacité de jouer avec les meilleurs coureurs, si on est encore un petit peu tendre par rapport à ces meilleurs coureurs, si on a encore des progrès à faire.
C'est toujours intéressant parce que ça fait partie des grands rendez-vous de la saison, ces courses du mois de mars. Et puis c'est important également à la fois pour Milan-San Remo, qui aura lieu une semaine à peine après l'arrivée de Tirreno Adriatico. Et ça permet là aussi de savoir du côté des sprinteurs où on en est, mais aussi du côté de certains punchers, est-ce qu'on est dans le bon tempo ou est-ce qu'on va peut-être avoir du mal du côté de Milan-San Remo. Il faut peut-être revoir ses objectifs à la baisse. La première étape, c'est donc un chrono assez classique du côté de Lido di Camaiore. En fait, c'est un chrono qui est fait pour les spécialistes vraiment de la discipline avec un aller-retour. C'est vraiment pas technique. En gros, il y a 2 virages. Il y a une épingle et un virage sur la droite au départ. Et il faudra faire attention vraiment à être efficace, à être bien en ligne, à avoir une bonne position sur le vélo de contre-la-montre. C'est vraiment un exercice pas technique, c'est vraiment un exercice de puissance. Et ça permet de savoir tout de suite quel est son état de forme par rapport à ses adversaires. Et ça permet de savoir tout de suite si on a fait ou non des progrès dans le contre-la-montre dans la hiérarchie mondiale. Là, il n'y a pas de doute. Et on peut comparer ces temps d'une année sur l'autre du côté de cette première étape du côté de Tirreno Adriatico. Le parcours de cette course, eh bien, on commence avec cette première étape entre Lido di Camaiore et Lido di Camaiore, 12 km qu'il faudra franchir d'un contre-la-montre qui sera donc un aller-retour. On va voir même tout de suite ça, hein. Vous voyez, c'est un aller-retour le long de la mer, c'est pas très compliqué. Chrono intermédiaire en haut, arrivé en bas. Donc il faut surtout être efficace sur ce type d'exercice. C'est pas du tout technique, hein, vous voyez, mais c'est vraiment efficacité sur un vélo le plus possible avec la mer sur le côté. Étape numéro 2, on part de Camaiore pour aller à Follonica. Là, on devra avoir une arrivée au sprint du côté de cette journée. Une seule côte au programme, le Caneto. Pas une côte extrêmement dure. Donc, on devrait avoir un sprint du côté de Follonica, une ville qu'on a souvent vue ces dernières années. On a eu, je crois, des arrivées du côté du Giro, du côté de Tirreno. C'est un petit peu un classique. Le lendemain, première étape difficile avec Follonica et Colfiorito, 240 km. Donc déjà, le kilométrage qui est énorme, c'est souvent le cas sur Tirreno. C'est peut-être la course par étape où on a encore des très très longues journées comme celle-là chaque année quasiment. Et on aura le Passo del Lumespento, la Foce, le Castel des Pianos et puis cette arrivée donc au Colfiorito avec une montée de 18 km à 3%. C'est pas extrêmement dur le Valico di Colfiorito, mais ça dure longtemps et c'est surtout une montée avec quelques paliers à des pourcentages un petit peu plus compliqués. Donc il faudra l'avoir en tête, surtout au bout de 220 km de course, quasiment le pied. Donc là aussi, ça va faire un petit peu mal au guibole de ce côté-là. Et puis ça veut dire un départ extrêmement matinal, parce que ça veut dire un départ très tôt le matin, c'est plus habituel également. Étape numéro 4, entre la Norcia et Trasacco, soit on a un peloton qui va au bout avec un sprint, soit on a la tentative d'une échappée. Il y aura quand même à passer le Forza della Civita et le Valico la Clochetta avec 12 km 4 à 5,7 de moyenne. Donc il faudra voir comment ça va se passer du côté des coureurs. Ça sera certes sur la première moitié de journée. La dernière côte est à 86 km de l'arrivée pour le sommet. Donc moi je vois plutôt un sprint au bout. Mais pourquoi pas, si on veut prendre un risque, une échappée. Le lendemain, étape numéro 5, entre Ascoli Piceno et Pergola. Là, on devra avoir déjà des premières attaques du côté des punchers, grimpeurs pour se tester, 3 côtes au programme, Santa Marciana, Salita di Barbanti et Monterolo avec 300 mètres à 8,6% sur la fin du Morterolo, à ne pas confondre avec le Mortirolo, c'est beaucoup plus court, et 205 km encore à parcourir du côté de cette étape qui va lancer le dernier week-end de course, un week-end habituel avec une étape de montagne
on va dire, ça reste quand même de la moyenne montagne, entre le Cartocceto et le Frontignano. Le Frontignano, 1324 mètres d'altitude, c'est pas très haut, 7,6 km à 8% de moyenne. Par contre, c'est pentu. Pour cette étape, ce sera la seule grande difficulté de la journée. Puis le lendemain, l'arrivée à San Benedetto del Tronto, ce n'est plus un contre-la-montre désormais, on a un petit circuit autour de San Benedetto del Tronto avec une première côte pour passer la journée. Mais normalement, on devrait avoir un sprint pour cette dernière étape plutôt courte, seulement 147 km au programme. On revient sur la carte de cette première étape du contre-la-montre pour regarder la météo. Eh bien, gros soleil normalement pendant les horaires de la course. J'ai regardé les horaires entre midi et 15h30. On aura un gros soleil avec une route peut-être un petit peu humide pour les premiers coureurs. Et notamment, il faudra faire attention sur les 2 virages du parcours lors de la reconnaissance. Même si est-ce qu'il y a véritablement besoin de faire une reconnaissance ? Peut-être plus pour voir là où il y a les plaques d'égout, là où la route semble la plus efficace, mais pas forcément d'un point de vue extrêmement technique. Et puis le vent, lui, va rester stable et très faible, donc il ne devrait pas gêner les coureurs. Température aux alentours de 15 degrés, donc tout à fait agréable pour les coureurs. Il ne devrait pas y avoir de soucis. On regarde le palmarès de cette épreuve. Eh bien, on a quand même un très beau palmarès sur les dernières années. Jonas Vingegaard s'était imposé l'an dernier face à Juan Ayuso et Jay Hindley. Roglic, lui, avait gagné en 2023 face à Almeida et Gao Guénard. Ça s'était joué souvent sur des petits sprints en petit comité. Pogačar lui a gagné en 2022 et 2021 et Simon Yates en 2020, Roglic en 2019. Quand on regarde quand même les 4 derniers vainqueurs, c'est quand même à chaque fois des gros noms. Kwiatkowski s'était imposé en 2018, Quintana en 2017, Van Avermaet dans une édition qui avait été plutôt sage au niveau de la montagne en 2016. Et puis parmi les vainqueurs, on a eu Nibali, Contador, Cadel Evans, Clauden, Cancellara également, Bettini. On a eu Fondries, on a eu Tony Rominger, Roger de Vlaminck dans les années 70, d'une course qui a été lancée en 66. En fait, elle a été lancée parce qu'on voulait faire une course italienne de préparation pour Milan-San Remo pendant très longtemps. C'était la première course en Italie, vraiment pour préparer Milan-San Remo, la course d'un très haut niveau qui permettait vraiment de se mettre en jambe pour Milan-San Remo, et comme ça on n'était pas obligé de faire Paris-Nice, et c'est pour ça qu'il y a un peu ce match pour savoir est-ce qu'il faut mieux faire Paris-Nice ou Tirreno Adriatico pour gagner Milan-San Remo. Et donc le record de victoire, c'est de Vlaminck, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Voilà pour Roger de Vlaminck sur cette épreuve. Le nombre de départs, qui a le plus de départs sur cette épreuve, c'est Rick Zabel. Devant Pozzato et Cavendish, et dans les coureurs encore actifs, eh bien c'est Danielos. Danielos est encore actif. Non, il est plus actif, Danielos. Donc oui, il y a des petits soucis pour savoir qui est encore actif et qui n'est pas actif. C'est Damiano Caruso. Lui est encore actif, Damiano Caruso. Devant Simon Clark. Voilà, sur le nombre de départs. 11 et 10. Le nombre de victoires sur Tirreno Adriatico, de victoires d'étape, eh bien, c'est Roger de Vlaminck avec 15 victoires d'étape devant Oscar Freire et Alessandro Petacchi. Et parmi les coureurs encore actifs, eh bien, c'est Primoz Roglic devant Jesper Philipsen et Filippo Ganna. 4 victoires pour Roglic, 3 pour Philipsen, Ganna et Pogačar. Mais beaucoup de ces coureurs-là ne sont pas au départ de cette épreuve cette année. On regarde maintenant la stratégie pour ce premier contre-la-montre. Comme je le disais, la stratégie va être assez simple. En gros, il faudra être tout de suite dans l'allure. Voilà, le chrono c'est simple. Il faut tout de suite se mettre dans l'allure. Vous ne pouvez pas partir piano et essayer de réaccélérer derrière, ça ne sera pas efficace. Il faut être tout de suite dans le rythme. Grosso modo, le classement qu'on aura au premier intermédiaire sera, je pense, extrêmement similaire au classement à l'arrivée. Il n'y aura pas de différence. C'est-à-dire que les coureurs qui seront déjà bien au premier intermédiaire, ils seront bien derrière, et il y aura très peu de différence entre ce premier classement et ce classement à l'arrivée. Et puis pour la semaine,
il faudra ne pas se faire avoir mercredi. Et puis ensuite, il faudra être performant vendredi, samedi. Hein, voilà, c'est vendredi, samedi, et puis mercredi. Voilà, il ne faudra pas se faire avoir mercredi, et je pense vendredi, samedi, pour être dans le coup du côté de la montagne. La liste de départ de cette épreuve. Liste de départ donc, qui est à jour de dimanche 17h45. On va la vérifier tout de suite. Voilà, elle est à jour à 17h45. Eh bien donc parmi les équipes au départ, on a Alpecin de Koninck avec Van Der Poel qui aura le dossard 1 et Samuel Guez le dossard 2, Arkea BNB Hotel, on vient avec Amaury Capiot et pour le général surtout on vient avec Kevin Vauquelin et Christian Rodriguez. Du côté de la Bahreïn Victorious, on aura Antonio Tiberi et Pello Bilbao avec Eulalia et Damiano Caruso qui sera au départ. La Cofidis vient avec Ion Izagirre et Alex Aramburu. On aura également Brian Cocard pour les sprints, la Decathlon AG2R, on vient avec Sam Bennett et également Johannes Stone-Mittet qui aura le dossard 1. Donc on verra comment ça se passera pour le Norvégien, ancien coureur de la Visma Développement. Richard Carapaz, lui, sera le leader de l'AEF avec Ben Eli au départ, Rui Costa ou encore Esteban Chavez, une belle équipe autour de l'Équatorien. Du côté de la Groupama FDJ, David Gaudu au départ avec Romain Grégoire, Madouas ou encore Quentin Paché. On aura également Paul Penwet pour les sprints. Donc une grosse équipe au départ du côté de la Groupama FDJ. Pour cette formation, Ineos Grenadiers vient avec Filippo Ganna et Kwiatkowski et Lorenz de plus. Il faudra se méfier, il a fait un bon tour de l'Algarve. Intermarché vient avec Kamel Beaunieu ou encore Louis Barré qui fait un bon début de saison. Israël vient avec Deradji qui vient de remporter au Grand Camino et Pascal Ackermann pour les sprints. La Lidl Trek vient avec Giulio Ciccone et Jonathan Milan pour les sprints. La Movistar vient avec Nero Quintana et Orluis Aolar pour les sprints. La Q36.5 vient avec Thomas Pidcock au départ. Du côté de la Red Bull Bora Hansgrohe, on vient avec Jane Lay et Roger Adria. La Soudal Quick-Step vient avec Mikel Landa et surtout Paul Magnier pour les sprints. Ne faudra pas négliger également Valentin Paré-Pinte. La Time Jayco Alula vient avec Zana et Dunbar. Ron Wegan sera également au départ. Du côté de la Picnic Post-Enel, on vient avec Chris Hamilton, Casper Van Uden pour les sprints et Guise Lemreise du côté de la Team Polti visite Malta. Piganzoli sera au départ avec Giovanni Lonardi. La Visma Leasebike vient avec Simon Yates ou encore Steven Kruijswijk. Uitenbroek également au départ. Du côté de la Tudor, on vient avec Marc Hirschi qui sera le leader numéro 1. La UAE vient avec Juan Ayuso et Adam Yates. On aura également Del Toro. La Uno X vient avec Magnus Cort Nielsen, les frères Tobias et Anders Allan Johannesson et puis Soren Barreskjold. La VF groupe Bardiani CSF vient avec Alessandro Pinarello qu'on a vu notamment du côté du Trofeo Leguelia, et il y aura Manuele Tarozzi, et puis la XDS Astana vient avec Bettiol, Fortunato ou encore Woodpulse au départ de cette épreuve. Mes favoris pour le général, eh bien c'est très simple, j'ai mis Juan Ayuso en très bonne forme, on l'a vu notamment du côté du Trofeo Leguelia, voilà, je pense qu'il va vouloir se montrer en sachant que là il a une belle opportunité, et puis c'est quasiment l'équipe qu'on emmènera sur le Giro qui sera au départ, donc il faut marquer le territoire par rapport à Adam Yates, et je pense qu'Adam Yates lui n'est pas dans cette guerre d'ego par rapport à Ayuso, mais Ayuso si. Donc je pense qu'Ayuso est plus en forme qu'Adam Yates à cause de cette guerre d'ego, de vouloir être le meilleur, toujours le meilleur. C'est un peu ce que je reproche toujours à Ayuso, donc je pense qu'il sera en capacité de gagner cette course. Et peut-être de ne pas être en forme sur le Giro après. Simon Yates, première course avec première grosse course avec la Visma Leasebike, je pense qu'il aura envie de se montrer. Simon Yates. On sait que c'est un coureur qui est toujours très costaud. Je vérifie même si c'est pas sa première course. Si, c'est sa première course en 2025. Première course avec la Visma, donc il a été énormément en stage. On sait que beaucoup de coureurs passent chez Visma, obtiennent très vite des très très gros résultats. Donc il faudra le voir du côté de Simon Yates si ça va fonctionner pour lui. Pidcock,
en très bonne condition, hein, Thomas Pidcock. Il est là depuis le début de saison, on l'a vu notamment en Strade Bianche. Je pense qu'il faudra s'en méfier avec des étapes qui ne sont pas forcément sur des très très longues montées. Pidcock est capable de tenir, et puis Giulio Ciccone, qu'on a beaucoup vu sur le début de saison, qui était pas mal sur lui à E-Tour. Il faudra suivre le coureur de la Lidl Trek, même si on travaillera également énormément pour Jonathan Milan. Du côté des coureurs à suivre, eh bien, Landa, bien entendu, avec Paré Pinte, ça va être assez intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire du côté de la Soudal Quick-Step. Vauquelin, là, il y a une grosse opposition, voir ce qu'il est en capacité de réaliser, notamment sur la première étape d'ores et déjà. Derek G, qu'on a vu très bon sur Grand Camino, mais avec une opposition faible. Qu'est-ce que ça donnera sur cette épreuve? Et puis Gaudu, malgré sa chute, j'ai quand même confiance en lui. Et Tiberi, que j'ai trouvé assez moyen sur le début de saison, donc j'attends un petit peu Antonio Tiberi. Vous voyez, j'ai pas mis Carapaz, mais à un moment on peut pas mettre tout le monde. Il y a plein de coureurs que j'ai pas mis, Adam Yates notamment. Mais voilà, il faut faire des choix de temps en temps sur des listes de favoris. Pour cette première étape, mes favoris, eh bien Filippo Ganna, je pense que il n'y a pas Remco Evenepoel, on n'a pas non plus Pogacar, ni Tarling. Ça lui enlève quand même 3 énormes épines du pied à Filippo Ganna pour un contre-la-montre. Donc normalement, il devrait avoir un petit avantage. Moi, je vais quand même mettre Ayuso parce que je pense que c'est un leader qui est capable de faire un très très bon contre-la-montre sur cette première étape. Et puis, je mets Derek G parce qu'il est souvent efficace et je pense qu'il a un peu progressé dans ce domaine-là encore. Et Kevin Vauquelin, parce que j'ai l'impression que le matériel a plutôt bien évolué du côté de chez Bianchi. Et il a été très efficace sur l'étoile de Bessèges, mais c'est difficile. Là aussi, la concurrence était assez faible. À suivre, Antonio Tiberi. Le programme télé, du côté de cette première étape, eh bien, ça sera à partir de 13h05 sur Max Eurosport 2, en sachant que les rois de la pédale prendront l'antenne, je pense, une grosse demi-heure avant pour cette journée, puis arriver donc des premiers coureurs, enfin des derniers coureurs, je pense vers 15h35, 15h40. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!